Le jour de mon anniversaire, mon père s'est tourné vers moi devant tout le monde, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais aimé que tu ne sois jamais né ». Quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain matin, je n'ai ni discuté ni pleuré, j'ai fait mes valises, retiré mes économies, trouvé un nouveau logement. Disparu sans me retourner. Je m'appelle Tula Meadows. J'ai 28 ans. J'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Mon père a prononcé ces mots lors de mon propre dîner d'anniversaire, devant 43 personnes. Les bougies sur le gâteau étaient encore allumées. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Ma belle-mère a hoché la tête, comme s'il venait simplement de confirmer les prévisions météo. Ma demi-sœur a pointé son téléphone vers mon visage, et a continué d'enregistrer. C'était il y a 4 mois. Depuis, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré devant une seule personne. Mais j'ai fait quelque chose qui a poussé mon père à m'appeler 17 fois en une seule nuit. Et au 18e appel, sa voix n'était plus en colère. Elle était suppliante. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. Laissez un commentaire avec votre ville, et l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous ramener à 3 jours avant mon anniversaire, la nuit où j'ai découvert le véritable but de cette fête. Je dois vous faire comprendre quelque chose sur la famille Meadows pour que tout cela ait du sens. Mon père, Gerald Meadows, a 58 ans. Épaules larges, voix grave, c'est le genre d'homme qui entre dans une pièce, et s'attend à ce que tout le monde se réorganise autour de lui. D'aussi loin que je me souvienne, il était le centre de chaque table de fête, de chaque réunion de famille, de chaque décision. Personne ne remettait Gerald en question. Pas une seule fois. Ma mère, Emily, est morte quand j'avais 8 ans. Des complications après une opération. Quelque chose qui a mal tourné, des mois après m'avoir eu. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends à peine maintenant. Mais ce que j'ai compris très tôt, ce que je ressentais dans chaque silence, chaque histoire du soir sauté, chaque regard que mon père me lançait quand il pensait que je ne regardais pas, c'était ceci, il me blâmait. Il ne l'a jamais dit à voix haute. Pas à l'époque. Il n'en avait pas besoin. Cela vivait dans les choses qu'il ne faisait pas. Il ne venait pas à mes pièces de théâtre à l'école. Il n'accrochait pas mes dessins sur le frigo. Quand j'ai attrapé la grippe en 4e année, c'est ma grand-mère, Eleanor, qui a fait 40 minutes de route pour venir me chercher. Pas lui. Eleanor était la mère de mon père. Elle était la seule personne dans cette maison qui me donnait l'impression d'avoir le droit d'exister. Elle m'appelait « ma fille ». Elle venait à chaque récital. Elle est morte il y a 2 ans, et certains jours, je cherche encore mon téléphone pour l'appeler. Après le décès de ma mère, mon père s'est remarié. Linda Holt est devenue Linda Holt Meadows. Elle a amené Belle, sa fille issue d'un mariage précédent. Belle avait 4 ans de moins que moi, blonde, bruyante, et instantanément, définitivement la favorite. J'ai été déplacé dans la plus petite chambre, à l'étage. Les photos de ma mère ont été décrochées, celles de Linda ont été accrochées, et ce n'était que le début. Il y a 4 ans, mon père a perdu son emploi dans une entreprise de logistique. Une réduction d'effectifs, ont-ils dit. Il n'a jamais cherché un autre travail. Je travaillais déjà comme infirmière diplômée à l'hôpital communautaire. Des quarts de 12 heures, des rotations de nuit, le genre de fatigue qui s'installe derrière les yeux et ne part plus. Quand le premier avis d'hypothèque est arrivé, Gérald l'a laissé sur le comptoir de la cuisine, sans un mot. Linda l'a mentionné au dîner, comme si elle commentait la météo. Quelqu'un devrait probablement s'occuper de ça, a-t-elle dit. Elle m'a regardé. Alors, je m'en suis occupé, l'hypothèque, l'électricité, l'eau, la taxe foncière, l'assurance habitation. 2800 $ par mois, directement prélevés sur mon salaire. J'ai mis en place le prélèvement automatique pour ne pas avoir à y penser. Je me disais que c'était temporaire. Gérald trouverait du travail, les choses s'équilibreraient. Ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, Linda a pris ses aises. Elle a découvert que ma carte de crédit avait une carte supplémentaire, une carte qu'elle avait réussi à convaincre Gérald d'autoriser. Je voyais des frais que je n'avais pas faits, un manteau à 300 $ pour Belle, des chaussures, un sac à main, puis un sac de créateur à 1200 $, débité 3 semaines avant mon anniversaire.
Quand j'ai soulevé le sujet, Gérald m'a fait taire en 4 mots, c'est ta sœur, tu l'as. Elle ne l'était pas, mais j'avais arrêté de le corriger il y a des années. Ce qui me faisait taire, c'était une promesse. Eleanor, dans ces dernières semaines, m'avait tenu la main et avait dit, garde cette famille unie, ma fille. Ils s'effondreront sans toi. Je l'ai cru. Je pensais que si je continuais simplement à payer, à être présente, à être la responsable, il finirait par me voir. Finalement, mon père me regarderait et verrait autre chose que la fille qui lui a coûté sa femme. J'avais tort. Mais ce sac à $1200, c'était la première fissure. 3 nuits avant mon anniversaire, je suis rentré d'un double quart de travail à 1h du matin. La maison était censée être sombre. Elle ne l'était pas. Une lumière filtrait sous la porte de la cuisine, et je pouvais entendre des voix, basses, délibérées, le genre que les gens utilisent quand ils ne veulent pas être entendus. Je me suis arrêté dans l'escalier, j'ai retenu mon souffle. La voix de Linda est venue en premier, claire comme du cristal. On l'annonce à son anniversaire. 40 personnes. Si elle dit non devant tout le monde, elle aura l'air égoïste. Si elle dit oui, problème résolu. La voix de mon père, plus lente, et si elle fait une scène, alors tu fais ce que tu aurais dû faire il y a des années, une pause, coupe l'huile et vivre. J'ai pressé mon dos contre le mur. Ma blouse était encore humide du travail. Mes mains tremblaient, pas de froid. Il parlait de mes économies, $52 000, 6 ans d'heures supplémentaires, de quarts de vacances sautées, chaque dollar que j'avais qui ne partait pas déjà dans leur hypothèque, leur électricité et les dépenses de carte de crédit de Linda. Belle était fiancée. Je ne le savais même pas avant ce moment. Et il voulait mon argent pour payer son mariage. Pas demandé, voulu. Planifié, chorégraphié, jusqu'au public. Elle doit ça à cette famille, a dit Linda. Sa voix n'avait aucune hésitation. Il est temps de passer à la caisse. J'ai remonté les escaliers, une marche à la fois. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'ils pouvaient l'entendre. Ils ne l'ont pas entendu. Je me suis assise sur mon lit, dans cette petite chambre, pendant 2 heures. Je n'ai pas pleuré. J'ai fixé le plafond et j'ai pensé à chaque paiement, chaque dîner silencieux, chaque fois où j'avais ravalé le mot « non », parce que j'avais peur de ce qui se passerait si je le disais. Quelque chose a changé cette nuit-là. Je ne savais pas encore quoi, mais c'était déjà en mouvement. Le lendemain matin, je me suis assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, et j'ai passé un appel que je repoussais depuis 2 ans. Margaret Callaway, 64 ans, avocate spécialisée en succession, la plus proche amie de ma grand-mère depuis 3 décennies. Eleanor avait mentionné son nom exactement une fois dans ces derniers jours, d'une voix si calme que j'ai failli ne pas l'entendre. Si jamais tu as besoin de comprendre ce que j'ai laissé derrière moi, avait chuchoté Eleanor, appelle Margaret. J'avais écrit le numéro au dos d'un ticket de caisse et l'avais glissé dans mon portefeuille. Il est resté là, intact, pendant les funérailles d'Eleanor, pendant 2 ans de factures et de silence, et d'une maison qui ne ressemblait jamais à la mienne. Margaret a décroché à la 2e sonnerie. Tu l'as mis dose, a-t-elle dit comme si elle m'attendait. Votre grand-mère m'a dit que vous appelleriez, un jour. J'ai besoin de savoir ce qu'elle a laissé, ai-je dit. Je pense que j'ai besoin de le savoir maintenant. Venez à mon bureau. Il y a des choses que votre grand-mère voulait que vous sachiez quand vous seriez prête. Elle a fait une pause. Êtes-vous prête? Je pense que oui. Alors je vais tout préparer. J'ai programmé le rendez-vous pour la semaine suivante, après le dîner d'anniversaire. Peu importe ce qui allait arriver, je devais d'abord passer le cap du samedi. Cet après-midi-là, Belle m'a trouvé dans la cuisine. Elle a levé sa main gauche, agitant une bague en diamant que je n'avais jamais vue auparavant. Tu vas aider pour mon mariage, n'est-ce pas? Elle a souri. Papa dit que tu as des économies. J'ai regardé la bague. J'ai regardé son visage. Elle n'était pas cruelle. Elle croyait sincèrement que j'existais pour financer sa vie. C'était pire. On en parlera plus tard, ai-je dit. Je ne savais pas ce que Margaret avait pour moi. Mais je savais une chose, quoi qu'Eleanor ait laissé derrière elle, elle l'avait laissé pour une raison. Ma grand-mère était une femme prudente. Très prudente. Laissez-moi vous dire ce que signifie $52 000 quand on est infirmière.
Cela signifie 6 ans à prendre chaque quart de travail des jours fériés dont personne ne voulait. Noël, Thanksgiving, le Nouvel An. Cela signifie manger les restes de la salle de pause au lieu de sortir. Cela signifie conduire une voiture avec 320 000 km au compteur, parce que le paiement mensuel d'une nouvelle voiture ralentirait l'épargne. Cet argent était censé être ma porte de sortie. Un acompte pour un petit endroit à moi. Une vie qui ne tournait pas autour des virements automatiques vers une maison où personne ne me remerciait. Si je le donnais pour le mariage de Belle, je repartirais de 0 à 28 ans, sans rien pour montrer une décennie de travail. Pas de filet de sécurité, pas d'avenir, juste une jolie réception que j'aurais aidé à payer, et un siège au fond de l'église. Mais voici la chose qui brûlait le plus. Ce n'était pas l'argent, c'était le schéma. Quand j'avais 18 ans, j'ai postulé pour une bourse d'études en soins infirmiers, frais de scolarité complets. J'ai été accepté. La lettre est arrivée dans une enveloppe blanche à mon nom, et je ne l'ai jamais vue. Je l'ai découvert 2 ans plus tard par hasard, quand un ancien professeur l'a mentionné à l'épicerie. « Tu n'as pas pris cette bourse, tu l'as ? Tu étais la meilleure candidate. » Je suis rentré à la maison et j'ai cherché. J'ai trouvé l'enveloppe ouverte dans le tiroir du bureau de mon père, fourrée derrière de vieux formulaires d'impôts. Il l'avait lu. Il ne me l'avait jamais dit. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas tressailli. « Tu n'étais pas prête ?» a-t-il dit. « Tu aurais échoué. » J'ai payé moi-même mes études d'infirmière, avec des prêts, des gardes de nuit dans un restaurant, et 3 années à ne dormir que 4 heures par nuit. Chaque fois que je construisais quelque chose, il trouvait un moyen de le prendre. Cette fois, j'ai décidé d'arrêter de lui tendre le marteau. Dans la famille Meadows, Gérald était le frère aîné. Cela signifiait quelque chose. Dans notre famille, l'aîné ne se contentait pas de diriger. Il narrait. Il décidait qui était généreux et qui était égoïste, qui était loyal et qui était difficile. Le reste suivait parce que c'était plus facile que de se battre. Mon oncle Roi était la seule personne qui ait jamais résisté. C'est le frère cadet de Gérald, un charpentier. Un gars calme, des mains comme du papier de verre, le genre d'homme qui dit 10 mots là où d'autres en disent 100. Il y a 5 ans, à Thanksgiving, Roi a regardé à travers la table et a dit « Gérald, tu es trop dur avec cette fille. » C'était tout. Une phrase. Gérald n'a pas crié. Il a simplement arrêté d'inviter Roi à quoi que ce soit. Arrêté de répondre à ses appels. En 6 mois, Roi a été effacé de chaque réunion de famille comme s'il n'avait jamais existé. C'est ce à quoi je faisais face. Pas seulement mon père, mais toute l'architecture d'une famille construite autour de sa version des événements. 2 jours avant la fête, Linda a commencé à passer des appels. Je le sais parce que je l'ai entendu depuis le couloir, sur haut-parleur, passant en revue les tantes et les cousins avec le même script répété. Tula est tellement difficile ces derniers temps. Elle ne veut t'aider pour rien. Gérald donne, et elle ne fait que prendre. Elle a appelé tante Patricia, la cousine Anna, même le vieil ami d'université de mon père. Plantant des graines, cadrant l'histoire avant même que j'aie une chance de raconter la mienne. Puis mon téléphone a sonné. C'était tante Patricia. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ton père dit que tu leur mènes la vie dure. » Je me tenais dans ma chambre, le téléphone pressé contre mon oreille, et j'ai réalisé que le procès avait déjà eu lieu. Le verdict était tombé, et je n'avais même pas été autorisé à témoigner. Je marchais vers ce dîner d'anniversaire déjà condamné. La seule question était de savoir si j'accepterais la sentence. La veille de mon anniversaire, je me suis tenu dans la salle de bain et je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. Des cernes sous les yeux dues à une semaine de travail de 56 heures. Les cheveux tirés en un chignon que je n'avais pas pris la peine d'arranger. Ma blouse sentait encore l'antiseptique. Voilà à quoi ressemble une personne quand elle a été vidée lentement, ai-je pensé. Pas par un seul événement, par un millier de petits événements. Un millier de moments où quelqu'un a dit « tu n'es pas assez », sans jamais utiliser ces mots. La voix de Linda portait à travers le mur. Elle était encore au téléphone. Je pouvais entendre le petit écho du haut-parleur depuis la chambre principale. Elle a toujours été jalouse de Belle. Tu sais comment c'est. Certains enfants n'ont tout simplement pas en eux la capacité d'être reconnaissants. J'ai pressé mon oreille contre le mur. Je ne pouvais pas m'en empêcher.
Gérald lui a tout donné, a continué Linda. Un toit, de la nourriture, de la stabilité, et elle ne peut même pas faire cette seule chose pour sa sœur. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'Emily penserait. Emily, le nom de ma mère dans la bouche de Linda, utilisé comme une arme. Mes mains se sont mises à plat contre le mur. J'ai fermé les yeux une seconde, juste une seconde. Je voulais ouvrir cette porte et hurler. Hurler jusqu'à ce que les voisins entendent. Hurler jusqu'à ce que quelqu'un dans cette maison comprenne enfin ce que ça faisait d'être moi. Mais je ne l'ai pas fait, parce que hurler était ce qu'ils attendaient. Hurler était ce que Linda avait préparé 43 personnes à voir. La belle-fille dramatique et ingrate faisant une scène. Je me suis reculé du mur, je me suis assise sur le bord de mon lit, et j'ai pensé à quelque chose qu'Eleanor avait l'habitude de dire. Une force tranquille, ma fille. Laisse-les crier. Toi, reste juste debout. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi une robe pour mon anniversaire, et je suis resté debout. Samedi soir, Rossinies, un restaurant italien de milieu de gamme dans l'est de la ville, avec des murs en briques apparentes et un éclairage chaleureux. Gérald avait réservé la salle à manger privée. 43 personnes. Je suis entré portant la seule belle robe que je possédais, bleu marine, modeste. J'avais bouclé mes cheveux, mis du rouge à lèvres. Pour la première fois depuis des mois, je voulais me sentir comme quelqu'un qui méritait d'être célébré. La salle bourdonnait de conversations. Nappe blanche, bougies dans des photophores en verre. Une bannière s'étendait sur le mur du fond, joyeux anniversaire, tu l'as. Quelqu'un avait commandé un gâteau. Au chocolat, mon préféré. Pendant un instant, je me suis laissé croire que c'était réel. Puis j'ai remarqué le plan de table. La table principale, celle directement sous la bannière, avait 5 chaises, Gérald en bout de table, Linda à sa droite, Belle à côté de Linda, Derek Collins, le fiancé de Belle, à côté d'elle, et une chaise vide pour l'ami d'université de Gérald. Mon nom était sur un carton, à une table plus petite près de la porte de la cuisine, à mon propre dîner d'anniversaire. J'ai pris le carton et je me suis assis sans un mot. Les gens me saluaient en passant. Des étreintes rapides. Joyeux anniversaire, ma chérie. Mais les conversations dérivaient toujours. Belle, montre-moi cette bague. C'est pour quand le mariage? Linda, tu dois être ravie. Je regardais depuis ma table, sirotant de l'eau, souriant quand quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction. Puis Gérald s'est levé. Il a tapoté son verre avec un couteau à beurre. La salle s'est tue. Il a pris le petit micro sans fil que le restaurant avait fourni. Il a regardé les 43 visages. Il a souri. Ce soir est spécial, a-t-il commencé. Pas seulement à cause de l'anniversaire de Tula. Ma poitrine s'est serrée. Mais parce que nous avons une annonce très excitante. Il s'est tourné vers Belle, tout son visage s'est illuminé, et j'ai compris à ce moment précis que cette fête n'avait jamais été pour moi. Notre Belle, a dit Gérald dans le micro, est fiancée. La salle a explosé. Applaudissements, cris de joie, chaises qui raclent le sol alors que les gens se levaient pour serrer Belle dans leurs bras. Elle s'est levée de la table principale, main tendue, le diamant accrochant la lumière comme un minuscule projecteur construit juste pour elle. Pendant les 10 minutes suivantes, mon anniversaire s'est évaporé. Tante Patricia a saisi la main de Belle et a examiné la bague. La cousine Anna a pris une photo pour Instagram. L'ami d'université de Gérald a tapé dans le dos de Derek. Linda se tenait derrière Belle, une main sur l'épaule de sa fille, rayonnante comme si elle venait de gagner quelque chose. Personne ne me regardait. J'étais assise à ma table près de la porte de la cuisine. Le gâteau avec mon nom dessus était intact au bout du buffet. Les bougies n'avaient pas été allumées. Derek a croisé mon regard une fois. Il se tenait légèrement à l'écart du cercle autour de Belle, la mâchoire serrée. Il m'a lancé un regard que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Pas de la pitié exactement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. Comme s'il voyait ce qui se passait mais ne savait pas quoi faire. Puis la salle s'est calmée. Les gens sont retournés à leur siège. Gérald est resté debout, micro toujours en main. Maintenant, a-t-il dit, sa voix changeant, plus chaleureuse, rodée. Il s'est tourné vers moi. Tu l'as chérie, viens ici une seconde. 43 personnes m'ont regardé.
Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la table principale. Mes talons claquaient contre le carrelage. Gérald a posé une main sur mon épaule. Ferme, performatif. La famille prend soin de la famille, a-t-il dit à la salle. Et maintenant que le grand jour de Belle approche, nous devons nous serrer les coudes. Il m'a regardé directement. Tu l'as, nous devons parler du budget du mariage. Pas en privé, pas plus tard. Ici, maintenant, devant tout le monde, exactement comme Linda l'avait prévu. Tula a été très responsable avec ses finances, a dit Gérald, s'adressant à la salle comme un conférencier. Elle économise depuis des années, et je sais qu'elle voudra aider sa sœur à avoir le mariage qu'elle mérite. Il a serré mon épaule. La pression disait, accepte. Je suis resté immobile. Linda s'est penchée en avant sur sa chaise. Elle a tamponné son œil avec une serviette, un geste si rodé qu'il aurait pu être chorégraphié. C'est ce que ta mère aurait voulu, Tula. La salle s'est attendrie. Quelques personnes ont murmuré. Quelqu'un a chuchoté, oh, Émilie. Ma mère morte, utilisée pour me culpabiliser afin que je fasse un chèque devant 43 témoins. J'ai senti le sang monter à mon visage. Mon pouls était si fort que j'étais sûr que les gens à la table la plus proche pouvaient l'entendre. C'est mon dîner d'anniversaire, ai-je dit. Ma voix est sortie stable, calme. Pouvons-nous ne pas faire ça ici? Le sourire de Gérald s'est aminci. Sa main est tombée de mon épaule. Un autre moment? Il a secoué la tête lentement. Tu dis toujours un autre moment, tu l'as. Pas maintenant. Jamais quand ça compte. Son volume a grimpé. Pas en criant. Gérald ne criait jamais. Il commandait. Je t'ai donné un foyer, une famille. 20 ans de patience, et tu ne peux pas faire cette seule chose. La salle était en apnée. Fourchette posée, serviettes immobiles. Tante Patricia fixait son assiette. La cousine Anna agrippait son verre d'eau. Belle a sorti son téléphone, a incliné l'écran vers moi. Un minuscule point rouge clignotait dans le coin. Enregistrement. J'ai regardé le point. J'ai regardé Belle. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Pendant une seconde, sa main a tremblé comme si elle allait le baisser. Elle ne l'a pas fait. Gérald s'est approché. Son visage était rouge. Maintenant, si tu ne peux pas faire cette seule chose pour ta famille, il n'a pas fini. Pas encore. J'ai parlé avant qu'il ne puisse finir. Je ne donne pas mes économies, papa. Ma voix n'a pas tremblé. Cet argent est pour mon avenir. La salle a changé d'atmosphère. Quelqu'un a inspiré brusquement vers le fond. Je pouvais sentir 43 paires d'yeux sur ma peau comme des lampes chauffantes. Gérald a arrêté de bouger. Sa mâchoire s'est serrée. Quelque chose derrière ses yeux est devenu plat, comme un interrupteur qu'on bascule. Il m'a fixé pendant ce qui a semblé être une minute entière. C'était probablement 5 secondes. Puis il l'a dit. J'aurais aimé que tu ne sois jamais né. Pas en criant, pas en chuchotant, juste en l'énonçant comme on lirait une ligne sur un reçu. Factuel, final. La salle n'a pas halté, elle s'est figée. Le son a entièrement quitté l'espace. Je pouvais entendre le cliquetis étouffé de la vaisselle depuis la cuisine derrière le mur. La musique instrumentale du haut-parleur au plafond semblait soudain obscène, comme quelqu'un jouant de la flûte lors d'un accident de voiture. Tante Patricia a posé sa fourchette très lentement. Linda n'a pas parlé. Elle a simplement regardé Gérald, puis moi, et a hoché la tête. Un petit hochement certain, comme si elle attendait cette phrase depuis des années. Le téléphone de Belle était toujours pointé vers mon visage. Sa main tremblait maintenant, mais elle ne l'a pas baissé. Derek, derrière Belle, a reculé sa chaise de la table, sans se lever, créant juste de la distance. Son expression était devenue tendue, fermée, comme un homme recalculant quelque chose qu'il avait déjà décidé. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Pas se briser, se fissurer, comme la glace sur un étang au début du printemps. Calme, profond, le genre de fracture qu'on ne voit pas depuis la surface. J'ai regardé mon père. J'ai regardé la salle pleine de gens qui avaient entendu ces mots et choisi le silence. Et j'ai pris une décision. Je n'ai pas pleuré.
J'ai pris ma serviette de table, je l'ai pliée une fois, 2 fois, et je l'ai posée proprement à côté de mon verre d'eau intact. J'ai regardé autour de la salle une dernière fois. 43 personnes. Certains fixaient leurs assiettes. Certains regardaient Gérald. Quelques-uns me regardaient. Avec quoi? De la pitié? Du choc? Je ne pouvais plus le dire. Ça n'avait pas d'importance. Personne n'a parlé. Je me suis tourné vers la salle et j'ai dit la seule chose qu'il me restait. Merci à tous d'être venus à mon anniversaire. Puis j'ai pris mon sac au dos de ma chaise, j'ai traversé la salle à manger, et j'ai poussé la porte. L'air de la nuit m'a frappé comme de l'eau froide. J'ai atteint ma voiture sur le parking avant que mes mains ne commencent à trembler. Je suis resté assise derrière le volant pendant 3 minutes, à le serrer, respirant par le nez comme si je coachais un patient à travers une crise de panique. Puis j'ai pris mon téléphone. Un contact, un appel. Margaret Callaway a décroché à la première sonnerie à 22h15 un samedi soir. Margaret, ai-je dit, je veux venir demain. Je suis prête. Une pause, puis sa voix, calme, non surprise, comme si elle avait gardé un siège au chaud. Je vais tout préparer, tu l'as. 9h. J'ai raccroché. Je ne savais pas encore ce que « tout » signifiait. Je ne savais pas ce qu'Eleanor avait laissé derrière elle ou pourquoi Margaret attendait mon appel depuis 2 ans. Tout ce que je savais, c'est que ma grand-mère n'avait jamais rien fait sans raison. Elle était méticuleuse avec ses recettes, son jardin, ses appels du dimanche. Elle l'aurait été avec ça aussi. J'ai tourné la clé dans le contact et je suis sorti du parking. Je n'ai pas regardé le restaurant dans le rétroviseur, pas une seule fois. 6h30 du matin. La maison était silencieuse. J'avais fait mes bagages la veille au soir. Une valise, un sac de sport, seulement des choses qui étaient à moi, des vêtements, ma licence d'infirmière dans son cadre, une photo d'Eleanor et moi à la foire du comté quand j'avais 11 ans. J'ai laissé tout le reste. J'ai descendu les sacs en 2 voyages, enjambant la 3e marche qui craque par habitude. Personne n'a bougé. Les ronflements de Gérald grondaient derrière la porte de la chambre principale. Le masque de sommeil de Linda était probablement encore sur ses yeux. À la table de la cuisine, je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 15 minutes de travail précis et calme. Premièrement, j'ai transféré mes économies vers un nouveau compte dans une autre banque. Chaque centime a été déplacé. Deuxièmement, j'ai appelé la ligne automatisée de la compagnie de cartes de crédit et j'ai annulé la carte supplémentaire, avec effet immédiat. Troisièmement, j'ai confirmé le bail d'un studio à 10 km de là, de l'autre côté de la ville. Je l'avais visité la semaine précédente pendant ma pause déjeuner sans le dire à personne. 37 mètres carrés. Propre. À moi. Avant de partir, j'ai placé une seule enveloppe sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, 4 ans de relevés bancaires, chaque paiement d'hypothèque, chaque prime d'assurance, chaque facture de service public, chaque versement d'impôt surligné, totalisé, daté. 134 000 $, tout de mon compte, tout pour cette maison. Pas de lettres, pas d'explications, pas de « je vous l'avais bien dit ». Juste des chiffres. J'ai zippé ma veste, ramassé mes sacs, et marché jusqu'à la porte d'entrée. Le couloir était encore sombre. La maison sentait le diffuseur de lavande de Linda et la vieille moquette. J'avais vécu ici pendant 20 ans. J'avais payé pour elle pendant 4. J'ai tourné la poignée, je suis sorti, et j'ai tiré la porte derrière moi. Elle a cliqué. Doux, final. J'ai chargé la voiture, et j'ai conduit vers l'est dans un ciel qui commençait tout juste à devenir rose. Je ne suis pas revenu. Je veux faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà dû quitter un endroit que vous appeliez votre maison, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous n'aviez pas d'autre choix, écrivez, je comprends, dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous pensez que je devrais pardonner à mon père ou fixer une limite permanente, dites-le moi aussi. Parce que l'histoire est sur le point de prendre un tournant que je n'avais pas vu venir. Voici ce que j'ai appris plus tard. Reconstitué par l'oncle Roy et la cousine Anna. Dimanche matin. Linda est entrée dans la cuisine vers 9h. Elle a remarqué l'enveloppe sur le comptoir, mais l'a poussée de côté pour faire du café.
Elle a monté les escaliers pour me dire que le petit déjeuner était prêt. Pas par gentillesse, par habitude. Ma chambre était vide, le placard vidé, le lit déshabillé jusqu'au matelas. Elle a appelé Gérald. Sa voix était plate. Presque amusée. Elle est vraiment partie. Gérald est monté, a regardé la chambre nue, a haussé les épaules. Bon. Laisse-la bouder. Elle sera de retour vendredi. Il est descendu et a allumé la télévision. Belle s'est réveillée ensuite. Elle a pris son téléphone et a ouvert l'application bancaire. La carte de crédit supplémentaire était refusée, gelée, annulée. Elle m'a appelé. Messagerie vocale. Rappelé. Messagerie vocale. Elle est entrée dans le salon, téléphone en main. Ma carte ne marche pas, tu l'as fait quelque chose? Gérald l'a regardée. Elle fait un caprice. Ça va passer. Linda a retrouvé l'enveloppe sur le comptoir. Elle l'a prise, l'a soupesée dans sa main, puis l'a reposée sans l'ouvrir. Probablement une lettre d'adieu dramatique, a-t-elle dit. Je ne vais pas lui donner cette satisfaction. Lundi après-midi, Gérald m'avait appelé 4 fois, à chaque fois la messagerie. Il a laissé un message. Tu l'as, c'est puéril. Rappelle-moi. Mercredi, silence de mon côté. Pas un seul texto, email ou appel retourné. Gérald a dit à tante Patricia que je traversais une phase. Il a dit à son ami d'université que j'étais émotive à propos de l'histoire de l'anniversaire. Il l'a dit à Roy. En fait, il n'a rien dit à Roy. Ils ne se parlaient toujours pas, et l'enveloppe restait sur le comptoir de la cuisine, intacte. Une bombe à retardement que personne ne prenait la peine d'ouvrir. 5e jour. La compagnie d'électricité a envoyé un avis automatisé. En retard. Gérald a appelé leur service client, a donné son nom, a demandé les détails du compte. Je suis désolé, monsieur. Le compte est enregistré au nom de Tula Meadows. Il a cligné des yeux. C'est ma fille. Je vis à cette adresse. Nous ne pouvons discuter des détails du compte qu'avec le titulaire enregistré. Il a raccroché, a fixé le téléphone. 7e jour, une lettre de la banque, pas une facture, un avis formel. Paiement hypothécaire en retard. Il a déchiré l'enveloppe debout devant la boîte aux lettres. Le nom sur l'hypothèque, Tula Meadows. Gérald l'a lu 2 fois. Puis il l'a apporté à l'intérieur et l'a laissé tomber sur la table de la cuisine devant Linda. C'est quoi ce bordel? Linda l'a ramassé. Ses yeux ont scanné la page. Sa bouche s'est ouverte. Fermée. C'est impossible. C'est notre maison. C'est ce que j'ai dit. Gérald est allé au classeur dans le placard du couloir, celui qu'il n'avait pas ouvert depuis des années. Il a sorti des dossiers, des déclarations d'impôts, de vieilles fiches de paie, des papiers d'assurance. Il a cherché un acte, un titre, n'importe quoi avec son nom dessus. Rien. Pas un seul document ne le liait à la maison. Puis Linda s'est souvenue de l'enveloppe. Elle est retournée au comptoir de la cuisine. L'enveloppe blanche était toujours là, maintenant avec une trace de café sur un coin. Elle l'a déchirée. Des pages. Des dizaines de pages. Des relevés bancaires remontant à 4 ans. Chacun surligné. Chacun montrant des prélèvements automatiques depuis le compte chèque de Tula. Hypothèque, électricité, eau, assurance, impôts. Total 134 000 $. Linda s'est assise. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Gérald se tenait derrière elle, lisant par-dessus son épaule. Son visage était devenu gris, mais il ne connaissait pas encore la pire partie. La maison n'était pas seulement à mon nom à cause des paiements. Elle n'avait jamais été au nom de Gérald. Pas une seule fois. Gérald a fait ce que Gérald faisait toujours quand il perdait le contrôle. Il a pris le téléphone et a commencé à narrer. En 24 heures, la moitié de la famille avait entendu sa version. Tula est parti. Tula a annulé la carte de crédit. Tula a arrêté de payer les factures. Elle nous punit parce qu'elle n'a pas eu assez d'attention à son anniversaire. Certaines personnes l'ont cru. Il l'avait toujours fait. Mais quelque chose était différent cette fois. Certaines personnes se souvenaient de cette nuit chez Rossiniès.
Il se souvenait du visage de Gérald quand il avait dit ces mots. Il se souvenait du silence qui avait suivi. Et il se souvenait que pas une seule personne dans cette salle, y compris eux-mêmes, ne s'était levée. La cousine Anna m'a appelé un jeudi soir. J'ai failli ne pas répondre, mais Anna et moi avions été proches autrefois, avant que la gravité de Gérald n'attire tout le monde dans son orbite. Tu l'as, qu'est-ce qui se passe? Ton père dit que tu essaies de les punir. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine. Mon comptoir de cuisine dans mon studio où les seuls sons étaient les miens. Anna, ai-je dit, est-ce qu'il t'a dit ce qu'il m'a dit à mon anniversaire? Silence. Qu'est-ce qu'il a dit? Demande-lui. Demande-lui devant des gens. Elle n'a pas répondu pendant un moment, puis doucement, j'étais là, tu l'as. Je l'ai entendu. Je ne savais pas quoi faire. Je sais, ai-je dit. Personne ne savait. Pendant ce temps, Gérald a passé un appel de plus. Il a conduit jusqu'à la maison de l'oncle Roy, le frère à qui il n'avait pas parlé depuis 2 ans, et a frappé à la porte. Roy a ouvert, a regardé Gérald pendant un long moment. J'ai besoin de ton aide, a dit Gérald. Tu l'as a complètement pété les plombs. Roy s'est appuyé contre le cadre de la porte. Gérald, tu lui as vraiment dit ça à son anniversaire? La mâchoire de Gérald s'est serrée. Elle m'a provoqué. Roy a secoué la tête lentement. Un père ne dit pas ça. Pas à son enfant. Jamais. Et il a fermé la porte. Il m'a trouvé un mardi. Je ne sais pas comment. Je soupçonne qu'il a appelé l'hôpital et que quelqu'un a mentionné m'avoir vu près de l'est de la ville. Ou peut-être qu'il a conduit jusqu'à repérer ma voiture. Quoi qu'il en soit, je suis rentré d'un quart de travail pour trouver Gérald Meadows debout devant la porte de mon appartement. Bras croisés, mâchoire serrée, ressemblant à un homme sur le point de livrer une performance, pas des excuses. J'ai déverrouillé la porte, je me suis tenu dans l'encadrement, je ne me suis pas écarté. Tu dois rentrer à la maison, a-t-il dit. Cela a assez duré. Je l'ai regardé. Mon père, 58 ans, les tempes grises, les mêmes épaules larges, la même voix qui remplissait chaque pièce, mais debout dans mon couloir sous un éclairage fluorescent. Il semblait plus petit que dans mes souvenirs. Tu m'as dit que tu aurais aimé que je ne sois jamais né, ai-je dit. Devant 43 personnes à mon anniversaire. J'étais contrarié. Tu étais difficile. Dire non à donner mes économies n'est pas être difficile. C'est être un adulte. Ses narines se sont dilatées. Je suis ton père. Alors agis comme tel. Nous sommes restés là, à 1 mètre l'un de l'autre. Le couloir sentait le dîner de quelqu'un. Ail, oignon, quelque chose de chaud qui n'avait rien à voir avec aucun de nous deux. Tu ne peux pas juste partir, a-t-il dit. Sa voix a baissé. Pas plus douce, plus mince. Les factures s'empilent. L'hypothèque est en retard. Linda est. Linda n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. Belle non plus. La maison non plus. J'ai fait une pause. Tu m'as dit que tu aurais aimé que je ne sois jamais né. J'exauce simplement ton vœu. J'ai fermé la porte doucement. Pas de claquement, pas de sortie dramatique. Juste un clic doux et le son de sa respiration de l'autre côté. Il est resté là un moment. Je le sais parce que j'ai regardé l'ombre de ses chaussures sous la porte. Puis il est parti, mais il ne savait pas ce qui allait suivre. 2 semaines après mon départ, Gérald a convoqué une réunion de famille. Il a choisi le centre communautaire rattaché à notre église, une salle beige avec des chaises pliantes, des lumières au plafond qui grésillaient, et une cafetière qui était toujours soit vide, soit brûlée. Environ 30 personnes sont venues, tantes, oncles, cousins. Certains que je n'avais pas vus depuis les funérailles d'Éléanore. Gérald se tenait devant comme s'il dirigeait une assemblée municipale. Linda était assise au premier rang, mouchoir à la main. Belle était assise à côté d'elle, bras croisés, téléphone face contre terre sur ses genoux pour une fois. J'ai demandé à tout le monde de venir ici, a commencé Gérald, parce que nous avons une situation familiale qui doit être réglée. Il s'est lancé dans sa version. Tu l'as abandonné la famille. Tu l'as annulé la carte de crédit. Tu l'as arrêté de payer les factures. Tu l'as les punis tous à cause d'un malentendu au dîner.
Linda tamponnait ses yeux sur commande. Quelques personnes ont hoché la tête. Quelques-uns ont bougé, mal à l'aise. Tante Patricia gardait les yeux au sol. Gérald a construit son argument final. Tout ce que je demande, c'est que quelqu'un lui fasse entendre raison. Elle fait du mal à cette famille. C'est alors que l'oncle Roy s'est levé. Il était assis au dernier rang, silencieux, les bras sur les genoux. Personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. Gérald ne l'avait certainement pas invité, mais Roy avait entendu parler de la réunion par la cousine Anna, et il avait fait 40 minutes de route pour être là. Gérald, a dit Roy, sa voix était égale. Stable comme un charpentier. Avant que tu ne dises quoi que ce soit d'autre, as-tu invité Margaret Callaway? Gérald a froncé les sourcils. Qui? Pourquoi ferais-je ça? La porte latérale s'est ouverte. Margaret Callaway est entrée. 64 ans, blazer gris, lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou, un porte-document en cuir sous le bras. Elle a fait un signe de tête à Gérald. Monsieur Meadows, je suis ici au nom de votre fille. Elle a fait une pause. Et de votre mère. La salle est devenue mortellement silencieuse. Margaret ne s'est pas précipitée. Elle a posé son porte-document sur la table pliante à l'avant de la salle, l'a ouvert, et a retiré un seul document dans une pochette en plastique transparent. Je m'appelle Margaret Callaway. Je suis avocate en succession et en immobilier. J'ai été la conseillère juridique d'Eleanor Meadows pendant 23 ans et son amie depuis plus longtemps encore. Elle a posé le document à plat sur la table. 2 ans avant son décès, Eleanor Meadows a exécuté un transfert légal de la propriété du 412 Bearwood Lane à sa petite-fille, Tula Eleanor Meadows. Le transfert a été notarié, enregistré auprès du comté, et est pleinement contraignant. Elle a fait glisser le document vers l'avant. L'acte de propriété, clair comme de l'eau de roche. Gérald l'a fixé. Son visage n'a pas bougé. C'est impossible, a-t-il dit. C'est ma maison. Margaret l'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Votre nom n'a jamais figuré sur l'acte, monsieur Meadows. Votre mère a acheté la maison en 1987. Elle a choisi qui en hériterait. La salle a éclaté en murmures. Les chaises ont grincé. Quelqu'un a chuchoté, oh mon Dieu. Linda a bondi sur ses pieds. Ça ne peut pas être vrai. Nous y vivons depuis. Vous y avez vécu en tant qu'occupants autorisés, a déclaré Margaret. Pas en tant que propriétaire. Les mains de Gérald agrippaient le bord de sa chaise. Ma mère ne ferait jamais ça dans mon dos. Roy s'est levé à nouveau. Il était resté silencieux jusqu'à présent. Elle l'a fait, Gérald. Sa voix était basse mais ferme. J'étais là. J'ai été témoin de la signature. La salle s'est tournée vers Roy. 30 visages recalculant tout. Gérald a fixé son frère. Tu savais. Maman m'a demandé d'être là. Elle a dit que tu comprendrais un jour. Roy a avalé sa salive. Elle a aussi dit que tu ne comprendrais probablement pas. Gérald a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Linda a saisi le bras de Belle. Belle l'a repoussé, et Margaret a calmement plongé la main dans son porte-document pour la série de documents suivante. De plus, a continué Margaret, déclipsant une épaisse pile de pages surlignées, au cours des 4 dernières années, Tula Meadows a personnellement payé l'intégralité de l'hypothèque, l'assurance habitation, la taxe foncière et tous les services publics pour la propriété du 412 Bearwood Lane. Elle a étalé les relevés sur la table comme un croupier distribuant des cartes. Hypothèque, 1400 $ par mois. Assurance, 380 $ par trimestre. Taxe foncière, 4200 $ par an. Service public, en moyenne 600 $ par mois. Elle a ajusté ses lunettes. Dépenses personnelles totales, environ 134 000 $. Tout est documenté. Tout provient du compte chèque individuel de Tula. La salle n'a pas éclaté cette fois. Elle a sombré. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un déglutir 3 rangées plus loin. Tante Patricia, la femme qui m'avait appelé pour me demander pourquoi je menais la vie dure à mon père, a pressé sa main sur sa bouche. La cousine Anna fixait la table. Ses yeux étaient humides. Un oncle près du fond s'est penché en avant. Elle a payé pour toute la maison.
Tout ce temps? Elle l'a fait, a dit Margaret. Et pendant cette même période, une carte de crédit supplémentaire liée au compte de Tula a été utilisée pour des achats personnels par d'autres membres du foyer. Ces frais ont également été payés par Tula. Le visage de Linda est devenu blanc. Pas rose d'embarras. Blanc, vidé. Elle vivait là gratuitement, a lâché Linda. C'était sa contribution à la famille. Le gîte et le couvert. Margaret a regardé Linda, sans méchanceté, mais sans aucune trace d'indulgence. Madame Meadows. Tula payait l'hypothèque d'une propriété qu'elle possède légalement. Si quoi que ce soit, elle subventionnait votre logement. Quelqu'un au dernier rang a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Gérald n'avait pas bougé. Il était assis avec les deux mains sur ses genoux, fixant les relevés bancaires à 1,20 m de distance, comme si les regarder de trop près pouvait les rendre plus réels. C'étaient des chiffres, pas des opinions. Les chiffres ne prennent pas parti. Tante Patricia s'est levée la première. Elle avait 61 ans, 1,57 m, et n'avait jamais élevé la voix lors d'une réunion de famille de sa vie. Elle a regardé Gérald comme on regarde quelqu'un que l'on voit clairement pour la première fois. Gérald, a-t-elle dit, tu t'es tenu dans ce restaurant et tu as dit à cette fille que tu aurais aimé qu'elle ne soit jamais née. La fille qui payait pour ton toit. Gérald n'a pas répondu. La cousine Anna a parlé ensuite, la voix brisée. Je l'ai appelée. J'ai appelé Tula et je l'ai accusée d'être égoïste. Elle ne s'est même pas défendue. Elle a juste demandé si je savais ce que tu avais dit. L'oncle Ray, le cousin de Gérald de l'Ohio, a croisé les bras. Eleanor savait. Elle a vu ça venir. C'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Gérald a essayé de reprendre le contrôle de la salle. Il s'est redressé sur sa chaise, a carré les épaules, et a utilisé la voix qui contrôlait cette famille depuis des décennies. C'est une affaire de famille, Margaret. Je pense que vous devriez partir. Margaret a fermé son porte-document d'un mouvement fluide. On m'a demandé de présenter un dossier. Le dossier a été présenté. Elle a hoché la tête une fois. Bonne soirée. Elle est sortie par la porte latérale. Pas de drame, pas de dernier mot. Juste une femme qui avait fait exactement ce qu'elle était venue faire. La porte s'est refermée. Gérald a regardé autour de la salle. 30 visages. Pas un seul d'entre eux n'était de son côté. Roy s'est rassis, bras croisés. Patricia a secoué la tête. Anna a essuyé ses yeux. Linda a saisi le poignet de Belle. On s'en va. Belle a dégagé son bras. Non, a dit Belle. C'était un mot, calme. Mais la tête de Linda a claqué vers sa fille comme si elle avait été giflée. Belle? J'ai dit non, maman. C'était la première fois que j'entendais Belle refuser quoi que ce soit à Linda. Je n'étais pas dans cette pièce, mais Roy m'en a parlé plus tard. Et quand il a décrit ce moment, même lui semblait surpris. Je veux vous demander quelque chose de vrai. Si vous étiez à ma place en ce moment, sachant tout ce que vous savez, donneriez-vous une seconde chance à Gérald ou traceriez-vous une ligne définitive? Écrivez « seconde chance » ou « limite » dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et j'aimerais connaître votre avis. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai décidé, parce que ce n'était pas simple. 2 jours après la réunion de famille, Margaret a envoyé une lettre officielle à Gérald et Linda. Avis de 60 jours pour quitter la propriété du 412 Beer Woodland. C'était dactylographié sur du papier à en-tête ferme, envoyé en recommandé. Chaque ligne était juridiquement précise, procéduralement propre, et totalement dans mes droits en tant que propriétaire. Je ne l'ai pas envoyé moi-même. Je n'ai pas joint de note personnelle. Margaret a géré cela comme elle gérait tout, correctement. Cette nuit-là, Gérald m'a appelé 17 fois. Les appels 1 à 10 étaient colériques. Je le sais parce que j'ai écouté les messages vocaux le lendemain matin dans l'ordre, comme les chapitres d'un livre dont je connaissais déjà la fin. Tu trouves ça drôle? C'est la maison de ma famille. Espèce d'ingrate. Clic. Les appels 11 à 15 ont changé. Plus difficile à écouter. La colère commençait à se fissurer et, en dessous, il y avait quelque chose de plus mince. Du désespoir. Tu l'as, on peut en parler.
Dis juste à Margaret de retirer la lettre. Je vais. Je m'excuserai. C'est ce que tu veux. L'appel 16 était du silence. 28 secondes de respiration. Puis il a raccroché. Appel 17. Le dernier. La voix de Gérald dépouillée de tout. Pas d'autorité. Pas de performance. Tu l'as, s'il te plaît. Où sommes-nous censés aller? Je me suis assise sur le bord de mon lit dans mon studio, la lumière du matin passant par la fenêtre, une tasse de café refroidissant sur la table de nuit. J'ai écouté ce dernier message vocal 2 fois. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vindicte, ni aucune des choses que les gens pensent qu'on est censé ressentir quand la personne qui vous a blessé finit par craquer. J'ai ressenti quelque chose de plus calme, comme poser un sac que je portais depuis 20 ans et réaliser à quel point mes épaules me faisaient mal. J'ai sauvegardé le message vocal, fermé mon téléphone, et je suis allé travailler. J'avais un quart de 12 heures. Les patients avaient besoin de moi. Cela n'avait pas changé. 3 jours plus tard, Belle a appelé. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose m'a fait appuyer sur le bouton vert. Peut-être le souvenir d'elle retirant son bras de Linda dans cette salle d'église. Peut-être la curiosité. Tu l'as. Sa voix était épaisse, congestionnée. Elle avait pleuré. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler? J'écoute. Si on perd la maison, mon mariage, tout. C'est en train de s'effondrer. Est-ce que tu peux juste? Est-ce que tu peux dire à Margaret d'arrêter? Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine. Dehors, l'enfant d'un voisin faisait des cercles à vélo. La normalité de la scène semblait surréaliste. Belle, as-tu regardé la vidéo que tu as enregistrée ce soir-là? Silence. Quelle vidéo? Au restaurant. Tu as pointé ton téléphone sur moi pendant que papa disait ces mots. Tu ne l'as pas baissé. Tu n'as pas dit, papa, arrête. Tu as juste enregistré. Plus de silence. Plus long cette fois. Je ne voulais pas, je sais, ai-je dit. C'est exactement le problème. Tu ne penses jamais rien. Les choses arrivent juste autour de toi et tu les laisses faire. Je pouvais entendre sa respiration saccadée, irrégulière. Je ne fais pas ça pour te punir, Belle. J'ai besoin que tu comprennes que je ne punis pas papa. Je ne punis pas Linda. J'ai fini d'être la personne qui sacrifie tout pour que tous les autres soient à l'aise. Mais où allons-nous? Ce n'est plus à moi de répondre à cette question. Une longue pause. Je pouvais entendre la voix de Linda en arrière-plan, étouffée, urgente, coachant Belle sur ce qu'il fallait dire ensuite. Je dois y aller, ai-je dit. Tu l'as, attends. Belle, je te souhaite bonne chance. Vraiment. Mais cette conversation est terminée. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre le comptoir. C'était la fin la plus douce que je pouvais offrir, et c'était quand même l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais ce n'était pas le dernier appel que j'ai reçu cette semaine-là. L'appel est arrivé un vendredi soir. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai failli laisser aller sur la messagerie. Mais j'avais eu assez de messages vocaux pour une vie entière, alors j'ai répondu. Tu l'as, c'est Derek. Derek Collins. J'ai posé le récipient de plat à emporter dans lequel je mangeais. Le fiancé de Belle. Nous n'avions jamais parlé en tête-à-tête auparavant, pas une seule fois. Je sais que c'est inattendu, a-t-il dit. Sa voix était prudente, mesurée, comme un homme qui avait passé des jours à répéter cet appel. Je voulais juste. Je voulais dire quelque chose, et je pense que je te dois de le dire directement. J'écoute. J'étais là ce soir-là au restaurant. J'ai vu ce qui s'est passé. Un souffle. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû me lever. Je ne l'ai pas fait. Et je suis désolé. J'ai fixé le mur de mon appartement. Une fissure courait le long du plâtre près du plafond. J'avais l'intention de la signaler au propriétaire. Merci, Derek. Il y a plus. Une autre pause. J'ai observé comment ta famille te traite. Pas seulement ce soir-là, les mois précédents. La façon dont Linda parle de toi quand tu n'es pas dans la pièce.
La façon dont Gérald s'attribue le mérite de choses que je sais maintenant que tu as payées. Sa voix s'est tendue. Honnêtement, tu l'as, je remets beaucoup de choses en question. Ma poitrine me faisait mal. Pas de douleur, de quelque chose de plus rare. De la reconnaissance. Ça, c'est entre toi et Belle, ai-je dit doucement. Je sais. Je sais que ça l'est. Mais je voulais que tu saches que quelqu'un dans cette pièce t'a vu. Et ce que ton père a fait était mal. Pour la première fois depuis la nuit de mon anniversaire, mes yeux ont piqué. J'ai cligné des yeux forts, 2 fois. Merci, ai-je dit à nouveau, et je le pensais d'une manière que je ne pouvais pas entièrement expliquer. Nous nous sommes dit au revoir. Je suis restée assise très immobile pendant un moment. Quelqu'un m'avait vu. Après tout ça, quelqu'un m'avait vraiment vu. 3e semaine. Gérald et Linda ont déménagé du 412 Beerwood Lane. Pas parce que les 60 jours étaient écoulés. Il leur restait du temps. Mais parce que l'hypothèque était en retard, la facture d'électricité était en recouvrement, et Gérald ne pouvait pas se résoudre à m'appeler pour demander de l'aide pour payer une maison qu'il savait maintenant ne pas être la sienne. L'oncle Roy les a accueillis. Il a installé la chambre d'amis, a fait de la place dans le garage pour les cartons de Gérald, a préparé le dîner le premier soir sans dire grand-chose. C'était Roy. Pratique avant d'être émotif. Mais il avait une règle. Vous pouvez rester, a-t-il dit à Gérald. Mais tu ne prononces pas son nom comme ça sous mon toit. Gérald a hoché la tête. Il n'a pas discuté. Selon Roy, c'était la première fois depuis des décennies que Gérald acceptait une condition de son jeune frère sans résistance. La famille élargie savait tout maintenant. La présentation de Margaret à l'église avait traversé le réseau Meadows comme une onde de choc. Tante Patricia a appelé pour s'excuser. La cousine Anna a envoyé un long texto qui se terminait par « J'aurais dû parler ce soir-là. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. » 4 ou 5 autres parents ont pris contact. Certains maladroits, certains en larmes, certains juste de courts messages « Je pense à toi. » Linda, pendant ce temps, a essayé une stratégie différente. Elle a posté sur Facebook un long statut émotionnel sur le fait d'être forcée de quitter notre maison par une belle-fille vindicative. Elle a tagué 6 membres de la famille et ajouté un emoji qui pleure. Ça a duré 2 heures. La cousine Anna a répondu avec une capture d'écran des relevés bancaires, nom et numéro de compte noircis, mais les totaux clairs. 23 personnes l'ont vu avant que Linda ne supprime le post entier. Les réseaux sociaux de Belle sont devenus sombres. Son Instagram, qui postait habituellement 3 fois par jour, n'a rien montré pour la première fois depuis des années. Le silence de ce côté-là était plus fort que tout ce qu'elle avait jamais posté. Margaret a livré la 2e enveloppe un mercredi matin gris. Elle l'a gardée depuis 2 ans, scellée, manuscrite, avec des instructions d'Eleanor qui étaient précises jusqu'au timing. Donnez ceci à Gérald seulement après qu'il aura appris la vérité sur la maison. Eleanor avait su. Elle avait su comment cette histoire se déroulerait. Peut-être pas les détails, mais la forme, l'inévitabilité. Roy m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Gérald était seul dans la chambre d'amis de Roy. Margaret avait déposé l'enveloppe à la porte d'entrée avec Roy, qui l'a portée à l'étage et l'a posée sur la commode. De la part de maman, a dit Roy. Margaret dit qu'elle voulait que tu l'aies quand tu serais prêt. Gérald a fixé l'enveloppe pendant 1 heure avant de l'ouvrir. La lettre faisait 2 pages. L'écriture d'Eleanor, soignée, légèrement inclinée vers la droite, la façon dont elle écrivait les fiches de recettes et les mots d'anniversaire. Je n'ai jamais lu la totalité. Gérald ne l'a jamais montré à personne, mais Roy l'a vu après, et les parties que Gérald a fini par répéter par fragments au fil des semaines suffisaient. Eleanor a écrit qu'elle aimait son fils. Elle a aussi écrit qu'elle l'avait regardé punir une enfant pour un deuil qui n'a jamais été la faute de cet enfant. Tu la blâmes pour la mort d'Emily, a-t-elle écrit. Mais Emily est morte en vous aimant tous les deux. Ne punis pas les vivants pour la douleur de la perte. Elle a expliqué pourquoi elle m'avait donné la maison, pas comme une punition. Comme une protection. Tula est la seule dans cette maison qui s'est aimée sans tenir les comptes. Elle est aussi la seule qui ne demanderait jamais ce qu'elle mérite. Alors, je m'assure qu'elle l'est, qu'elle le demande ou non. Gérald est resté assis dans cette chambre pendant très longtemps. Quand il est descendu, ses yeux étaient rouges.
Il n'a pas dit un mot. Il m'a appelé 2 semaines plus tard. J'ai failli ne pas répondre. Je m'étais habitué au silence à ce moment-là. Le bon genre de silence. Celui qui vous appartient parce que personne ne le remplit d'exigences. Mais j'ai décroché. Je ne sais pas entièrement pourquoi. Peut-être parce que c'était la première fois qu'il appelait juste une fois, à une heure normale, sans enchaîner 17 autres fois. Tu l'as. Papa. Une longue pause. Je pouvais entendre la maison de roi en arrière-plan. Une horloge qui tic-tac. Quelque chose qui bourdonne. Un réfrigérateur peut-être. J'ai lu la lettre de maman, a-t-il dit. J'ai attendu. Je ne. Il s'est arrêté, a recommencé. Sa voix était rauque, instable, comme s'il parlait une langue qu'il n'avait pas utilisée depuis des années. Je ne sais pas comment réparer ça. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, fermé les yeux. Je ne te demande pas de réparer ça, papa. Je te demande d'arrêter de le casser. Il n'a pas répondu tout de suite. Quand il a parlé à nouveau, c'était à peine au-dessus d'un murmure. Est-ce que je peux te voir? Pas encore. Quand? Je ne sais pas. Peut-être un jour. Mais seulement si les choses sont vraiment différentes. Pas différentes pour la forme. Silence alors. D'accord. Pas de bagarre, pas de leçon, pas de « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Juste d'accord. Nous sommes restés en ligne pendant encore 10 secondes sans parler. Puis j'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Je me suis tenu près de la fenêtre dans mon appartement. Le soleil se couchait derrière les immeubles de l'autre côté de la rue, rendant tout doré aux longues ombres. Je ne lui pardonnais pas. Je veux être clair là-dessus. Le pardon n'est pas un appel téléphonique. Ce n'est pas un moment unique. C'est un processus qui nécessite des preuves, pas juste des mots. Et je n'avais pas encore vu de preuves. Mais j'avais entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas des excuses, quelque chose de plus petit, quelque chose qui pourrait avec le temps grandir en excuses, ou peut-être pas. Et je serais d'accord avec ça aussi. 3 mois plus tard, mon appartement fait 37 mètres carrés. L'eau chaude met 90 secondes à arriver. Les murs sont assez fins pour que je puisse entendre le chat de mon voisin miauler à 5 heures du matin. C'est le mien. Je travaille toujours à l'hôpital, je fais toujours des gardes de nuit, je mange toujours des restes dans la salle de pause le mardi. Mais quand je vérifie mon compte en banque maintenant, le chiffre est à moi. Chaque dollar gagné, chaque dollar dépensé, justifié selon mes conditions. L'oncle Roi passe tous les dimanches. Il apporte du café de l'endroit sur Elm Street, s'assoit sur mon canapé d'occasion et me parle de tout ce qu'il construit dans son atelier cette semaine-là. On ne parle pas beaucoup de Gérald. On n'en a pas besoin. La cousine Anna est devenue quelque chose que je n'attendais pas, une vraie amie. Elle m'envoie des recettes par texto. Elle s'est pointée avec une plante d'intérieur le mois dernier et une carte qui disait « Pour ton nouveau départ ». Elle trône sur le rebord de la fenêtre à côté de la photo d'Éléanore. Cette photo, Éléanore et moi à la foire du comté l'été de mes 11 ans, est accrochée au mur en face de mon lit. À côté, ma licence d'infirmière encadrée. 2 choses que j'ai gagnées. 2 choses que personne ne peut prendre. La semaine dernière, Derek m'a envoyé un texto. Court, poli. Lui et Belle ont reporté le mariage. Je dois comprendre dans quel genre de famille je me marie, a-t-il écrit. Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas mon histoire à écrire. Belle n'a pas appelé. Je ne sais pas ce qu'elle ressent. J'espère que quelque part sous le silence, elle se pose des questions qu'elle n'avait jamais pensé à se poser auparavant. Mais c'est son travail, pas le mien. Et Gérald, il a envoyé une carte de Noël. Pas d'excuses à l'intérieur, pas de lettre, juste mon nom sur le devant écrit de son écriture. Tu l'as, c'est tout. Juste mon nom. Comme s'il s'entraînait à le dire sans tressaillir. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous ayez pitié de moi. Je vous la raconte parce que peut-être que vous êtes assis quelque part en ce moment, dans une maison que vous payez mais où vous ne vous sentez pas les bienvenus, à côté de gens qui prennent tout ce que vous donnez et appellent ça, pas assez. Fixant un téléphone plein de messages de quelqu'un qui vous a blessé et veut que vous fassiez semblant que ce n'est pas arrivé. J'ai été là.
Je sais à quoi ressemble ce silence de l'intérieur. Partir n'était pas une vengeance. Je sais que certaines personnes appelleront ça comme ça. Ils diront que j'ai été froide. Ils diront que j'aurais dû essayer plus fort, en parler, donner une autre chance, une autre année, un autre $100 000 de patience. Mais partir, c'était la première fois que je me choisissais moi-même. Et je ne pense pas que ce soit froid. Je pense que c'est la chose la plus chaleureuse que j'ai jamais faite. Vous n'avez pas besoin de la permission de quelqu'un pour protéger votre propre vie. Vous n'avez pas besoin que la personne qui vous a blessé soit d'accord pour dire que c'était mal avant d'être autorisé à partir. Vous n'avez pas besoin de crier, d'argumenter ou de monter un dossier. Parfois, il suffit de plier la serviette, de se lever et de partir. Ma grand-mère m'a appris ça, pas avec des mots, mais par la façon dont elle vivait. Elle aimait férocement et elle planifiait soigneusement. Et quand elle voyait quelque chose de mal, elle ne faisait pas un discours. Elle faisait un mouvement. Une force tranquille. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas à rester dans une pièce où personne ne vous voit, juste parce que c'est la seule pièce que vous ayez jamais connue. Il y a des portes, et elles sont à vous pour être ouvertes. Partir n'était pas une vengeance. Partir, c'était la première fois que je me choisissais moi-même, et je ferai le même choix à chaque fois. Si vous êtes resté jusqu'à la toute fin, merci sincèrement. Maintenant, je veux savoir, pensez-vous que Gérald a vraiment changé ou est-ce juste un regret temporaire? Écrivez « changer » ou « temporaire » dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux et je mettrai un cœur à ceux qui me font réfléchir. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, vérifiez la description. Il y en a une autre qui vous attend.